Bonjour et bienvenue dans la quotidienne de School TV, l'émission qui vous raconte l'école du quotidien. Au sommaire, aujourd'hui, du grand oral, on va parler séjour linguistique avec un invité, Thibaut Dufresne, l'anti-sèche d'Amal Laoui, où la façon dont l'actualité résonne dans les programmes restera très intéressé aux questions linguistiques puisqu'on va parler de l'installation du Conseil supérieur des langues et à partir de là des classes euro. À l'heure de la récré, toujours les langues, toujours à mal et cette fois les tout petits grâce à Oli, charmante peluche. Mardi c'est le jour des cours particuliers de Marie-Olivier, langue vivante toujours. Marie va vous parler de l'association du Lala qui s'engage à valoriser une école ouverte sur les cultures et les langues du monde. Bienvenue dans la quotidienne. C'est parti pour une petite demi-heure avec le grand oral. Les plans successifs en faveur de l'enseignement des langues vivantes y font quelque chose, mais n'y font pas assez, et sans doute pas assez vite. À la fin de la classe de 3e, les 3/4 des élèves français, je cite, ne sont pas capables de produire une langue globalement correcte en anglais. C'était les résultats en 2019 d'une étude du CNESCO, le Conseil national d'évaluation du système scolaire. On doute que les choses se soient miraculeusement arrangées en 3 ans. Le Covid a non seulement affecté l'enseignement général, mais il a donné un coup d'arrêt au séjour linguistique en tout genre. Alors comment relancer la machine? On en parle aujourd'hui avec Thibaut Dufresne. Bonjour Thibaut. Bonjour Emmanuel. Vous dirigez CEI, le Centre d'échanges internationaux. J'avais titré en fait cette première partie, j'osais pas le dire mais je vais le dire, faites l'amour, faites pas la guerre. Mais au fond, ça résume assez bien l'histoire de CEI. Exactement, le CEI c'est une belle histoire. Aujourd'hui le CEI... Familial. Exactement, créé par mon grand-père en 1947. Ça s'appelait comment votre grand-père? Alors Hervé Dufresne, Hervé. Voilà. Le CEI qui compte aujourd'hui 60 collaborateurs est parti d'une idée assez visionnaire en 1947 de vouloir rapprocher les jeunesses franco-allemandes. Le voyage, on le sait, permet de faire tomber ses propres préjugés et d'affiner sa compréhension du monde. Et au CEI, on en est convaincu. Et c'est pour ça qu'on embarque des jeunes de 6 à 25 ans sur des expériences interculturelles assez uniques. Mais Thibaut, grand-père Hervé, il n'a pas l'idée dans le vide. Il a l'idée avec un copain, lui. Il se rencontre à Londres, il a un copain allemand. Voilà. Racontez-nous, parce que moi je trouve ça extraordinaire quand même. Un Français, ancien résistant, un Français, un Allemand qui se disent voilà comment arrêter de se faire la guerre tous les 30 ans. Et c'est vrai que quand on apprend à connaître l'autre, voilà, on apprend à une meilleure compréhension et on ne fait pas la guerre à quelqu'un qu'on a appris à connaître. Et donc ils inventent ce qui va devenir CEI. Et le premier séjour linguistique entre la France et l'Allemagne. Et le CEI s'est développé depuis et on travaille avec plus d'une quarantaine de pays aujourd'hui. Vous l'avez connu, votre grand-père? Je l'ai bien connu, oui. Qu'est-ce qui vous a donné envie, vous, de reprendre le flambeau? Vous n'avez pas fait ça tout de suite, en plus? Non, c'est mon père, ensuite. Donc, c'est la 3e génération qui a développé le CEI en France et à l'étranger. Et j'ai plongé très tôt dans le voyage et dans l'apprentissage des langues. Et ça, voilà, j'ai pas eu besoin d'être convaincu parce que je suis tombé très tôt dedans. Il y a plein de formules de séjour linguistique. La colonie de vacances, le séjour dans un cadre scolaire, les vacances apprenantes, etc. Comment on choisit sa formule finalement? Quel conseil vous auriez à donner là-dessus? On essaie d'accompagner les jeunes du plus jeune âge. Au début, on essaie surtout de leur donner envie de partir et l'envie de repartir. Donc, c'est des formats assez courts sur des formats colonies de vacances, séjours linguistiques. Ça peut être en groupe pour une première fois. Et plus on avance, plus on peut avoir des séjours d'immersion, d'être immergé dans la langue et dans la culture. On peut aussi avoir des séjours longs, comme une année scolaire, où vous allez vivre comme un lycéen américain, néo-zélandais. Et là, on va avoir un impact, bien sûr, linguistique et culturel beaucoup plus important, mais on s'adapte en fonction de l'âge et des attentes des participants. Ce que vous voulez dire, c'est qu'il y a une forme de progressivité et que si au cours du premier séjour, finalement, je suis resté avec mes camarades français, je me suis rassuré en parlant plutôt français, finalement, je ne parle pas beaucoup mieux la langue, mettons l'anglais au retour, ce n'est pas un drame. Au moins, j'ai gagné cette capacité à être ailleurs. Il ne faut pas se voiler la face. Quelqu'un qui part une semaine à l'étranger ou en Angleterre, il ne revient pas bilingue. Néanmoins, moi, la première question que je lui pose au retour, c'est est-ce que tu as envie de repartir? S'il me dit oui, c'est qu'on a bien travaillé et qu'on a, on a bien fait notre mission. Donc, il faut donner l'envie de repartir, de voyager. Et c'est qu'ensuite, quand on va pratiquer, avoir l'envie aussi de parler, d'aller vers la conversation et l'oral. Ça, c'est important. Et ça, j'imagine que dans l'organisation de tous les voyages, tout est fait pour favoriser ces occasions de prise de parole et d'échange. Exactement, on va inclure beaucoup d'activités en langue locale. Les animateurs aussi parlent de plus en plus la langue locale. On a des activités, des visites culturelles, donc on essaye au maximum aussi d'avoir un lien
avec la communauté locale quand on voyage. C'est extrêmement important. On va parler des langues pendant toute cette quotidienne, Thibaut. On va continuer à le faire, mais pour l'instant, l'anti-sèche d'Amal Laoui va nous permettre de nous intéresser aux classes euro. Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports, a participé tout à fait dans les derniers jours du mois de janvier à l'installation du Conseil supérieur des langues, dont l'objectif Amal est d'améliorer l'apprentissage des langues anciennes et vivantes, qu'elles soient étrangères ou régionales. Et c'est notre actu. Le Conseil supérieur des langues, présidé par Carlo Ossola, philologue et professeur au Collège de France, s'organise en 3 collèges d'experts identifiés pour les langues étrangères, les langues régionales et les langues de l'Antiquité. L'enseignement des langues est une priorité éducative, notamment dans le contexte de la présidence de la France à l'Union européenne. Cet enseignement contribue à développer une culture riche et diverse, une citoyenneté ouverte sur l'Europe et le monde, une meilleure employabilité à l'issue du système scolaire, les valeurs humanistes communes. Il participe aussi à l'acquisition par les élèves des compétences transversales communes à l'ensemble des disciplines. Parmi les nouveaux projets, un projet qui porte un nom en latin, Mare Nostrum, et l'ouverture de classes ou de sections Mare Nostrum à la rentrée prochaine. Oui, c'est ça. Au collège et au lycée, ces sections permettront, je cite, de favoriser et d'améliorer les apprentissages des langues de la Méditerranée, qu'elles soient anciennes, étrangères ou régionales, en rendant possible pour un élève d'apprendre conjointement le latin, l'italien et l'occitan dans une dynamique interdisciplinaire. En attendant ces classes, il existe déjà et depuis plusieurs années, pour se perfectionner en langue étrangère, les classes européennes, les classes euro comme on dit. Oui, c'est ça, les sections européennes ou de langues orientales ont été créées en 1992 par l'Éducation nationale. Elles sont accessibles à partir de la classe de la 6e, de la 4e ou encore de la seconde au lycée des voies générales, technologiques mais aussi professionnelles. Et ces sections ont donc pour objectif de favoriser la maîtrise avancée d'une langue vivante par les élèves et l'ouverture européenne et internationale des établissements. Tout le monde peut y accéder ? Alors les sections européennes ou de langues orientales sont ouvertes à des élèves qui ont envie d'approfondir leur maîtrise d'une langue vivante étrangère. La classe européenne est une classe sélective, le nombre de places disponibles étant souvent inférieur à la demande. Eh bien, les établissements ont mis en place des procédures d'admission qui ont essentiellement pour objectif de tester les capacités et les motivations de l'élève pour l'approfondissement de la langue. Donc il faut, j'imagine, un bon dossier scolaire. Il faut un bon dossier. L'élève devra aussi rédiger une lettre de motivation et le plus souvent passer un petit examen ou un entretien. Alors, ces élèves motivés sont donc accueillis, on l'a dit, dès la 6e, 4e ou à partir de la seconde. Et à la rentrée scolaire 2017, eh bien, il y avait près de 2700 sections européennes ou de langues orientales de lycée. Elles étaient réparties sur tout le territoire. Ça a fait environ 250 000 élèves. Ce qui est considérable. Concrètement, comment s'organisent les enseignements ? Eh bien, les enseignements qui sont dispensés dans ces sections reposent sur les programmes en vigueur avec quelques aménagements. Au collège, il y a par exemple au minimum 2 heures de cours de langue en plus. Au lycée, une ou plusieurs disciplines non linguistiques sont enseignées en partie dans la langue de la section. Par exemple, on peut apprendre l'histoire-géographie en anglais. Il y a aussi des activités culturelles et d'échanges qui sont organisées. Donc l'objectif, c'est vraiment de faire acquérir aux élèves une connaissance approfondie de la culture du ou des pays dans lesquels est parlée la langue de la section. Il n'y a pas donc que des cours de langue, il y a aussi des cours de civilisation. Vous avez pris votre exemple au hasard en anglais. On ne fait pas que de l'anglais, même si j'imagine que c'est la langue majoritaire. On ne fait pas que de l'anglais, il y a aussi de l'allemand, il y a l'espagnol, il y a l'italien, il y a le portugais, le néerlandais et le russe. Et dans les sections de langues orientales, eh bien, on a le choix entre l'arabe, le chinois, le vietnamien ou bien le japonais. En lycée professionnel, cependant, on peut étudier donc la section européenne, mais il y a moins de choix. Il y a seulement l'anglais, l'espagnol ou l'italien. Il y a des particularités aussi pour le baccalauréat. Oui, il y a l'indication section européenne ou section de langue orientale qui est suivie de la désignation de la langue concernée. Elle est inscrite sur le diplôme du baccalauréat général technologique ou professionnel. Cette indication dépend des résultats obtenus par le candidat. Par exemple, il doit avoir obtenu au moins 12 sur 20 à l'épreuve de langue vivante passée dans la langue de la section et il doit avoir obtenu au moins 10 sur 20 à une évaluation spécifique visant à apprécier le travail mené dans le cadre de la section européenne ou de langue orientale. Cette mention constitue quand même un atout lors des concours d'entrée dans certaines écoles. Mais ça ne permet pas aussi d'avoir parce qu'il y a des bacs d'autres pays, il faut avoir l'ABIBAC, etc. Donc ça permet d'accéder aux sections binationales. Donc ces sections délivrent un double diplôme en fin d'études secondaires, donc le baccalauréat français et son équivalent national dans le pays concerné par la langue de la section. Bachibac, Esabac, etc. Merci beaucoup Amal pour cette anti-sèche. On va continuer à parler de langue vivante. C'est avec Thibaut Dufresne de CEI, l'invité du Grand Oral. CEI, c'est pas pour Communauté des aidants indépendants.
passé pour centre d'échanges internationaux. Heureusement qu'ils ont changé de nom, les Russes, quand même, parce que ça vous aurait fait de l'ombre. Mais pendant quelques années, il pouvait y avoir confusion. En 2019, je le citais tout à l'heure, le Conseil national d'évaluation du système scolaire, le CNESCO, mais également un rapport ministériel du ministère de l'Éducation nationale, réclamait le renforcement des séjours à l'étranger pour les élèves comme pour les enseignants. On était en 2019, un an après Covid. Qu'est-ce qui s'est passé? Tout s'est arrêté, évidemment. Alors, notre mission, c'est d'ouvrir les jeunes au monde. Et le monde s'est refermé pendant cette période. Donc effectivement, on a eu déjà une première phase qui était une vraie gestion de crise avec la gestion des annulations de tous nos séjours, la gestion des avaloirs. Il y a eu aussi une loi qui stipulait qu'on pouvait effectuer des avaloirs pour nos clients. Donc une vraie gestion de crise, de faire, défaire, de gestion des annulations. Mais en deuxième phase, il a fallu aussi s'adapter, trouver des nouvelles façons de travailler. Et ça a été une vraie opportunité pour améliorer notre offre et réfléchir à ce qu'on pouvait proposer de nouveau. Donc c'est pour ça qu'on a eu le temps de... Alors quoi de neuf aujourd'hui? Alors quoi de neuf? C'est vrai qu'on avait des formules qui existaient depuis 30 ans de séjour linguistique, d'aller faire des cours formels en Angleterre, en activité famille d'accueil. C'est vrai que maintenant, on va inclure beaucoup plus d'activités en VO, beaucoup plus d'immersion, beaucoup plus de séjours individualisés et sur mesure pour les jeunes participants. Et ça, c'est une tendance qui vaut pour les séjours linguistiques, les colos, le séjour d'une semaine, non, cette notion d'individualisation? Exactement. Si votre fille aime l'équitation, on peut trouver des propriétaires de chevaux en Irlande. Donc on va vraiment adapter la formule, le séjour en fonction des attentes du jeune participant. Exemple choisi au hasard? Exemple choisi au hasard. D'accord, exemple bien choisi en l'occurrence. 45% des Français en 2017 ne voyaient pas l'intérêt d'envoyer leurs enfants en colonie de vacances, dans la mesure où ceux-ci étaient disponibles pour s'en occuper. Il y a aussi ce désamour plus général qui n'est pas spécialement lié au séjour linguistique, mais on a changé la façon de prendre des vacances. Est-ce que ça vous affecte? Comment vous répondez? Oui, alors il y a eu aussi une mauvaise presse ou une mauvaise image à un moment des colonies de vacances, donc il a fallu travailler sur l'image, sur la sécurité, sur l'encadrement, etc. Nous sommes membres de l'Office qui comprend des organismes, des associations de consommateurs, des fédérations de parents d'élèves et qui répond par exemple à un contrat de qualité, par exemple sur l'encadrement des familles d'accueil, sur la sécurité, sur les activités. Et donc ça nous permet aussi de rassurer les parents sur le fait de passer par un organisme français labellisé et qui réponde à tout ce contrat qualité pour un séjour linguistique. Donc il faut aussi combattre cette mauvaise image. Et pour les ados, parce qu'ils peuvent vous faire une pub formidable avec les réseaux sociaux, mais il faut aussi que la destination leur plaise. Est-ce que vous tenez compte du caractère plus ou moins instagrammable de vos destinations? Bien évidemment. Alors nous sommes sur l'ensemble des réseaux sociaux et on a aussi des questionnaires de satisfaction. Donc on prend aussi tous les retours de nos participants qui nous permettent à chaque année de trouver de nouvelles programmations, de nouvelles destinations pour nos jeunes qui soient instagrammables également. Ouais. Il y a des destinations qui montent, des destinations que vous abandonnez? Qu'est-ce qui est à la mode en ce moment? Qu'est-ce qui est demandé? Alors, on est beaucoup sur l'anglophone. Toujours, c'est le Canada, parce qu'à un moment, les États-Unis étaient repartis à la baisse, mais le Canada, l'Afrique du Sud, sur des nouvelles destinations qui font rêver. On en voit aussi beaucoup au Japon, pour des colonies à l'étranger. Donc, il y a des destinations qui font toujours rêver, comme l'Australie et la Nouvelle-Zélande, et qui sont sur l'anglophone. À partir de quel âge on part? Dès 6 ans pour les colonies de vacances et les séjours linguistiques à partir de 11 ans. On peut commencer même avant, on va se prendre une petite récré. Et c'est ça qu'on va voir à la récré avec... Ah oui, elle est bien ma transition, non? Pas mal. Formidable, ça a été pensé. La récré. Car l'éveil aux langues, Amal, commence dès le plus jeune âge. Dès le plus jeune âge. Je vous propose de voir cette vidéo dans une école maternelle où des élèves apprennent l'anglais grâce à une petite peluche. Regardez. Is it black? No. 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 Is it black? Yeah!
Is it Amal? No. Is it Amal? Yes. Et on a vu cette petite mascotte toute verte qui s'appelle Oli. Oli, c'est ça qui fait le tour du Qui se monde. balade. Voilà, et du coup, grâce à elle, les élèves apprennent des langues étrangères. Et depuis plusieurs années, l'enseignement des langues étrangères a évolué au sein de l'école. L'enseignement des langues vivantes étrangères commençait auparavant dès le collège. En 2002, les élèves ont commencé à étudier les langues étrangères à l'école élémentaire. Et depuis la rentrée 2015-2016, l'enseignement de l'éveil aux langues est prévu dès la maternelle, en moyenne et en grande section. Et on continue avec nos rapports, et notamment en 2019, qui montraient l'importance de cet apprentissage précoce d'une langue vivante étrangère. Oui, c'est ça, un rapport intitulé « Proposition pour une nouvelle maîtrise des langues vivantes étrangères ». Oser dire, le Nouveau Monde montre, en s'appuyant sur des recherches récentes, l'importance d'un apprentissage précoce d'une langue vivante étrangère. L'immense richesse perceptive des très jeunes enfants permet de les sensibiliser dès la maternelle aux sonorités de différentes langues. Il y a la sonorité, il y a la langue, la dimension linguistique, mais il y a aussi l'ouverture à l'autre, l'ouverture à la pluralité des cultures. Oui, avec les voyages, on l'a dit tout à l'heure, le rapport précise que les langues vivantes étrangères fondent les bases de la construction d'une citoyenneté respectueuse, indispensable à la vie en société et à l'épanouissement de chacun. L'éveil aux langues nourrit deux domaines des programmes, mobiliser le langage dans toutes ses dimensions et explorer le monde. Et ainsi, par des activités ludiques et réflexives, on parvient à avancer, c'est ça ? Oui, c'est ça, des activités qui font appel à la sensibilité, à la sensorialité, aux compétences motrices, relationnelles et cognitives des élèves. Et ils contribuent également au développement du langage oral et à la consolidation de la maîtrise du français, des objectifs qui sont essentiels de l'école maternelle. Merci beaucoup, Amal. Une réaction, Thibaut, sur la nécessité, bon, évidemment. Extrêmement important, le plus tôt c'est le mieux, dès la maternelle, et d'accompagner de façon progressive à l'oral. Donc à la maternelle, on joue sur les musicalités, sur le ludique, et petit à petit, on va aller sur l'écoute en primaire, et après au collège sur la compréhension, le fait de se faire comprendre. Donc c'est important de favoriser surtout l'oral. Parler. Le conversationnel, et c'est ce qu'on dit souvent nous, c'est que apprendre une langue, c'est d'abord la vivre. Donc il faut donner l'envie de parler la langue et de favoriser l'oral. Merci beaucoup Thibaut, merci Amal. On va continuer notre grand oral dans quelques instants avec Thibaut Dufresne de CEI. Il y a les souvenirs que l'on conserve de nos séjours à l'étranger et puis il y a les effets concrets de ces séjours à l'étranger sur notre niveau en langue. Et parfois, les souvenirs sont plus intenses que les effets sur le niveau, mais pas forcément. On a vu avec vous que ce n'était pas essentiel, que l'objectif premier, c'était de donner envie de repartir. Jean-Luc Breton, qui est le secrétaire général de l'Association des professeurs de langue vivante, disait, et qui est lui-même enseignant d'anglais à Paris d'ailleurs, disait, au fond, ces voyages sont très peu utiles linguistiquement, mais ce n'est pas pour ça qu'il ne faut pas en faire. Enfin, ça, c'est moi qui le dis, c'est pas lui qui le dit. C'est ce que je vous disais. Nous, on a. Si vous partez qu'une semaine, là encore, c'est pas. Vous n'allez pas revenir bilingue, encore une fois, mais ça va vous donner le déclic de vouloir voyager, repartir. Par contre, si je vous envoie aux États-Unis pendant 1 an vivre comme un lycéen américain dans une famille d'accueil, vous reviendrez bilingue, vous reviendrez avec un vrai bagage culturel, et là, il y aura un vrai impact. Positif, linguistique et culturel. Tout dépend de la formule et de la durée du séjour. C'est pour ça que les Français sont moins bons en langues étrangères que d'autres nationalités, à votre avis ? Non, vous en parliez à l'instant, l'intégration des langues vivantes en France, elle est récente. Le premier podium, on voit souvent les pays scandinaves dans ceux qui parlent le mieux l'anglais. Pourquoi ? Parce qu'ils ont intégré les langues vivantes dès les années 60-70. En France, on l'a généralisé dans les années 2000. C'est vrai que Suède, je crois que c'est 62, Norvège 69, etc. Voilà, donc l'importance de l'intégrer le plus tôt, et vous en parliez, dès la maternelle, etc. Donc on a aussi du retard à combler. Après, il y a plusieurs recommandations, comme la meilleure formation sans doute des enseignants, avec des nouvelles pédagogies sur le numérique. Il y a eu un recul là-dessus, ceci étant, puisque là, il y avait un certificat de langue vivante. Auparavant une épreuve obligatoire, maintenant c'est un simple certificat, c'est pas forcément l'idée du siècle. Il faut consolider la formation des enseignants, et nous, un combat que l'on mène, c'est aussi favoriser la mobilité internationale au collège, au lycée, et on a notamment des partenariats avec des lycées pour favoriser par exemple un bac en 4 ans, où on intègre une année scolaire à l'étranger, parce qu'on s'en fiche si vous passez le bac à 19 ans, par contre
vous reviendrez avec, vous passerez le bac en étant bilingue. Dans un monde idéal, on pourrait aussi avoir le bac en 3 ans avec cette année à l'étranger, un système d'équivalence quand même. On n'a pas l'équivalence du temps passé, contrairement à l'Allemagne ou l'Espagne notamment. Donc ça, c'est un combat que l'on mène avec notre ministère de tutelle. On travaille aussi beaucoup avec le programme Erasmus+, qui est un programme... Alors j'allais le citer, qui vient de fêter ses 35 ans. Exactement. Et qui a des projets en ce sens justement d'équivalence, qui fait que sans perdre de temps, on peut réussir à passer le bac. Le budget d'Erasmus+, sur 2021-2027 a augmenté de 80%. A explosé, mais il faut le dire. Et c'est pour les élèves et c'est aussi pour les enseignants. Donc il faut aussi utiliser toutes ces subventions, ces bourses, pour favoriser encore une fois le voyage de tous ces participants. Est-ce qu'il y a des destinations que vous déconseillez ? Non, bien sûr qu'il y a des destinations que l'on ne fait pas, et c'est pour des raisons évidentes de sécurité. Donc on envoie nos participants que dans des pays bien évidemment qui sont safe, comme on dit, donc c'est la sécurité qui est le plus important. Donc on a arrêté des destinations malheureusement qui n'assuraient plus la sécurité des voyageurs. Donc on suit systématiquement les conseils du ministère des Affaires étrangères. Qui est un site très bien documenté à ce propos. Comment fait-on, Thibaut, pour entretenir son niveau de langue une fois rentré au pays ? Alors, on essaye de maintenir le lien, notamment avec sa famille d'accueil ou les amis qu'on a pu avoir dans son séjour. Donc, c'est vrai que c'est un... Et là-dessus, il y a un avant et un après réseaux sociaux, j'imagine, d'ailleurs. Exactement. Avant, donc là, maintenant, le lien est beaucoup plus simple, beaucoup plus fluide et naturel. Et on engage les jeunes à continuer, bien évidemment, les contacts avec l'ensemble de leurs amis ou familles d'accueil pour maintenir ce lien qui peut être un lien d'une vie. Vous avez fait des séjours linguistiques, Amal ? Oui. Parce que vous avez un anglais remarquable et un accent remarquable dans plein de langues. Oui, en Italie et en Angleterre quand j'étais au collège. Et allora parlo un po'. Ma parlo un po' italiano. Sì. Non speak English. Yes, a little bit. Formidable quand même. Merci beaucoup, Amal. Thank you very much. Grazie mille. Et vous allez céder votre place à Marie, car c'est l'heure du cours particulier. Vous allez voir, on continue à parler langue vivante. Et on retrouve, comme chaque semaine, Marie-Olivier. Marie, bonjour. Bonjour Emmanuel. Pour un cours particulier, cours de langue aujourd'hui. Et en France, un enfant sur 4 grandit avec une autre langue que le français, un plurilinguisme qui gagnerait, selon de nombreuses études, à être valorisé. Oui, et dans le système éducatif français, on apprend certes le français et les langues étrangères, mais le plurilinguisme de certains enfants n'est pas forcément mis en avant. Donc là, on parle bien de la langue d'origine autre que le français, finalement la langue qui reste à la maison. C'est ça. Les enfants la parlent avec l'un ou l'autre de leurs parents, ils grandissent avec. Mais ces langues ne sont pas prises en compte dans le contexte éducatif. Évidemment, d'un côté, c'est logique, on apprend tous le français, mais de l'autre, cela signifie une perte de richesse conséquente pour l'enfant, mais aussi pour ses camarades. Et on l'a beaucoup dit depuis le début de cette émission, être immergé dans une autre langue, c'est aussi s'ouvrir à une autre culture, c'est s'ouvrir à d'autres manières de voir le monde. En effet, adopter une approche plurilingue valorise aussi l'histoire et la reconnaissance de ces enfants dans leur entièreté. C'est ce que l'association d'Ulala, d'une langue à l'autre, s'engage à faire pour valoriser une école ouverte sur les cultures et les langues du monde par 3 axes. La première, c'est la production de ressources pédagogiques sur le plurilinguisme. La deuxième, c'est l'animation de formation. Et la troisième, l'animation d'ateliers. Alors, prenons un exemple sur les ateliers, par exemple ? Alors, ils organisent des ateliers d'éveil aux langues, donc on en parlait avec Amal tout à l'heure, mais aussi des concours plurilingues entre les classes. Kamilala est l'un de leurs projets. Ce réseau international créé en 2018 lance chaque année un concours pour les enfants de 3 à 15 ans, afin qu'ils créent collectivement une histoire Kamishibai. Alors Kamishibai, on va l'expliquer ? Tout à fait, Kamishibai, ça veut dire théâtre de papier en japonais. Vous saviez ce que c'était Kamishibai ? Non, je l'apprends. Ok, super, donc on l'explique, théâtre de papier. Exactement, c'est une technique de narration qui permet de raconter des histoires en faisant défiler des planches dans un support en bois, le kabai. Donc Kamishibai, kabai, vous suivez. Au départ, le Kamishibai était utilisé par les conteurs de rue. Et donc les enfants fabriquent leur propre Kamishibai. Exactement, et c'est un projet collectif que l'on voit d'ailleurs en ce moment. Les enfants s'expriment par les langues, mais aussi par l'art plastique. Et la consigne donnée par Dulala, l'association, est d'intégrer plusieurs langues à une histoire majoritairement en français. Donc il y a des langues étrangères qui viennent s'ajouter à l'histoire en français, mais sans traduction. Et en 2021, la création devait partir d'une phrase de Tom Tirabosco, auteur du roman graphique Wonderland. La phrase, c'était la suivante : « Le monde était en train de changer plus vite que je ne l'avais imaginé. » Joli sujet d'actualité. Alors de quoi les enfants ont-ils parlé ? Alors, le premier prix du concours, par exemple, a été gagné par les élèves de la classe d'UPE2A. Donc, UPE2A, ça veut dire Unité pédagogique pour les élèves allophones arrivants, de l'école Baudricourt dans le 13e arrondissement de Paris.
Donc leur Donc kamishibai... uniquement, pardon, des enfants dont la langue maternelle n'est pas le français, qui parlent une autre langue que le français, Oui. peut-être pas seulement, mais en tout cas à la maison, et voilà. Qui apprennent le français à l'école. Leur kamishibai a fait intervenir 12 langues en plus du français, donc mer, chinois, tamoul, hindi, vietnamien, anglais, portugais, espagnol, soninké, arabe, roumain et russe. Waouh, une tour de Babel. Tout à fait. Et on suit l'aventure d'une abeille qui a perdu des amis qui sont tués par les pesticides propagés par les humains, donc ils ont vraiment choisi l'axe écologique. Et cette abeille va chercher des solutions aux problèmes écologiques en allant à la rencontre des animaux du monde, donc là les différentes langues interviennent, puis des humains du monde aussi. Et au-delà de cet axe écologique, qu'est-ce que les enfants de l'école ont pu tirer de cette expérience? On le sait? Alors oui, une recherche a été effectuée par Barbara Fallon avec cette classe spécifiquement. Non, pas cette en claque, particulier, enfin on les frappe pas les enfants, hein, Marie. Cette classe en particulier, et les bénéfices semblent nombreux. Les enfants d'abord sont fiers de s'exprimer dans leur langue alors que d'habitude ils n'osent pas forcément. Ils sont fiers d'apprendre des choses à leurs enseignants et à leurs camarades. Ils se sentent reconnus et cela leur donne confiance en eux. Certains enfants timides apparemment se sont même révélés lors de ces projets-là. Et de manière générale, cela favorise aussi l'acceptation des autres langues et des autres cultures et un regard bienveillant sur l'autre. Marie, merci beaucoup. On boucle la boucle, hein, Thibaut, par rapport à ce qu'on racontait de votre grand-père Hervé au début de l'émission. C'est-à-dire c'est cette notion de rencontre et de trouver des terrains de compréhension mutuelle. C'est l'angle au plus jeune âge et voilà, encore une fois, pour une meilleure compréhension de l'autre. Et donc c'est formidable. Au Japon, vous y allez, hein, vous avez dit à CEI, vous organisez des... On va au Japon et encore une fois dans plus de 40 pays dans le monde. Donc on ouvre les jeunes au monde. Donc vous nous organiserez un petit peu d'atelier Kimishibai si vous voulez bien. Avec grand plaisir. Vous avez découvert le Kimishibai aujourd'hui grâce à Marie-Olivier. J'ai une dernière question à vous poser. Vous êtes tout jeune, mais il y aura une 4e génération Dufresne à la tête de CEI? J'espère, j'ai 2 petits garçons. Vous y œuvrez alors? 2 petits garçons et j'espère surtout qu'ils auront le goût des langues et le goût de voyager parce que c'est le plus important. Et vous, qu'est-ce qui vous a donné, parce qu'il faut une certaine une forme de courage, j'allais dire, pour reprendre une activité qui est déjà portée par 2 générations? Oui, encore une fois, si on est passionné, il faut être passionné. Et moi, je suis passionné par le voyage, par les langues. Ma mère est brésilienne, donc on a une ouverture vers le monde qui est bien ancrée. Et quand on est passionné, on a envie de donner aux autres. Donc, et on est heureux de partager sa passion. Marie, vous étiez partie en séjour linguistique? Oui, en Australie. En Australie? Enfin, c'était plus qu'un séjour, c'était 1 an. D'accord. À quel âge? 20 ans. Ah oui, donc c'était déjà... Vous étiez très âgé. Oui. Non, c'était pas un séjour d'études collège, lycée, c'est ça que je veux dire. Non, c'était un échange. Et si vous deviez l'un et l'autre résumer le point fort que vous a apporté un séjour que vous auriez effectué? Ouverture. Moi, c'était la meilleure année de ma vie, en fait, tout simplement. C'était tout reprendre de zéro, apprendre des langues, apprendre une culture, loin de chez soi. Voilà. Avec l'année que vous passez ici avec nous sur School TV. Évidemment. Oui, l'ouverture d'esprit. L'ouverture, on revient avec une maturité, un regard qui est beaucoup plus ouvert. Merci beaucoup. Ouverture, le mot-clé, et grâce à ces séjours, mais également grâce à de l'immersion qu'on peut tout à fait pratiquer en France. On l'a vu. Merci Thibaut Dufresne, directeur général du groupe CEI, qui organise des séjours, pas dans le monde entier, ce serait mentir, mais en tout cas dans plein d'endroits du monde, et pour s'immerger dans les langues étrangères. Merci beaucoup Marie, c'est la fin de cette quotidienne. Goodbye, ciao. Vous nous restez évidemment sur School TV et on se retrouve nous sur les réseaux sociaux et sur Internet en permanence.